C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, Jérôme Powell qui confirme la position qu'il a déjà communiquée la semaine dernière aux investisseurs et aux marchés à la suite de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell avait une nouvelle occasion de s'exprimer hier soir devant l'Economic Club de Washington. Le marché s'inquiétait de voir un Jérôme Powell surréagir aux derniers chiffres de l'emploi qui ont été monstrueux avec la création de plus d'1 demi-million d'emplois aux États-Unis le mois dernier. Jérôme Powell a constaté comme tout le monde effectivement ce chiffre qui sera peut-être d'ailleurs une anomalie statistique. C'est un chiffre qui sera amené à être révisé dans les prochains mois. Pour autant, Jérôme Powell ne s'est pas montré plus au quiche que ce qu'il avait déjà été la semaine dernière, et c'est ce que retient avant tout les marchés. Jérôme Powell reconnaît le processus de désinflation enclenché aux États-Unis, même s'il constate toujours cette divergence entre la vue de la Fed et la vue des marchés, puisque la Réserve fédérale américaine estime que ce processus de désinflation prendra du temps pour être mené à bien jusqu'à un retour à une inflation de 2%, quand les marchés estiment que ce processus de désinflation sera beaucoup plus rapide que ce qu'imagine la Fed, puisque les marchés anticipe que l'inflation globale aux États-Unis reviendra à 2% dès cet été, et c'est bien cette divergence qui est le point de conversation majeur aujourd'hui chez les investisseurs. Nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants avec nos invités, notamment Géraldine Sundström, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, qui sera avec nous en visioconférence. Du côté des résultats d'entreprise, les résultats du jour sont marqués par ceux de Total Energy. Je vous passe évidemment l'émotion suscitée par la publication de résultats records par Total Energy, plus de 20 milliards de dollars de bénéfices sur l'ensemble de l'exercice 2022. Comment est-ce que le cash flow opérationnel monstrueux généré par Total Energy l'an dernier va se répartir désormais? Il y aura autour de 15 milliards de dollars qui seront redistribués aux actionnaires à travers une hausse du dividende, à travers un programme de rachat d'actions qui va se poursuivre également à hauteur de 2 milliards de dollars sur ce premier trimestre 2023. Et puis il y aura 16 à 18 milliards d'investissements nets sur l'ensemble de cette année 2023, dont 5 milliards qui seront réservés à des investissements dédiés aux énergies renouvelables ou bas carbone. Le titre Total est en baisse d'un peu moins de 2% à mi-séance aujourd'hui en Europe. Et puis nous évoquerons la partie américaine, action américaine spécifique, avec Thierry Gill qui sera avec nous en plateau, le président de Raymond James Euro Equities, nous accompagne pendant cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, revenons sur la dernière séquence Banque centrale qui s'est poursuivie jusqu'à hier soir avec le discours de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Washington. Géraldine Sundström est avec nous en visioconférence, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO à Londres. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce qui frappe dans la communication récente de Jérôme Powell, j'inclus évidemment la communication post-FOMC la semaine dernière et la communication d'hier soir, c'est que Jérôme Powell semble désormais totalement résigné à l'idée que les marchés n'achètent pas le scénario central de la Réserve fédérale américaine. Le scénario de la Fed voit un processus de désinflation qui est désormais enclenché aux États-Unis, ce qu'on constate effectivement depuis plusieurs mois maintenant. Malgré cela, la Fed continue de penser que ce processus sera long, prendra en tout cas un certain temps, et que d'ailleurs le dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis nous rappelle que la route est encore longue pour revenir à l'objectif de 2% d'inflation, quand les marchés, eux, estiment que ce processus de désinflation sera beaucoup plus rapide, puisque les marchés, selon certaines mesures, anticipent une inflation globale qui reviendrait à 2% dès cet été aux États-Unis. Géraldine, comment chez PIMCO est-ce que vous vous situez par rapport à cette conversation qui est la conversation du moment entre les marchés et la Fed? C'est vrai, je crois que Jérôme Powell a fait preuve d'humilité. Il s'est dit, je ne vais pas encore avoir tout faux, et laisse le marché penser ce qu'il décide de penser. En fait, on se met d'accord de ne pas être d'accord. Une stratégie complètement différente de celle de la BCE et de Christine Lagarde pendant sa conférence de presse, mais qui n'a pas non plus porté les fruits escomptés. Donc la position de PIMCO dans tout ça, c'est de regarder l'inflation et de se dire que peut-être que les marchés y vont un peu vite en termes de désinflation. La Fed, dans ses derniers
dernières prévisions qui avaient été publiées au mois de décembre, c'est peut-être un petit peu trop lent. Donc c'est quelque part un peu au milieu. Et une bonne chose à faire, probablement, comme vous le dites, les marchés ont complètement oblitéré l'inflation de l'horizon. Donc une des manières, c'est de justement investir dans ces bons du Trésor liés à l'inflation, d'autant plus que depuis quelques jours, on va voir si cela peut continuer avec la réouverture de la Chine. On voit les prix du pétrole remonter légèrement, ils avaient baissé pas mal, et on sait qu'un des points les plus importants de cette désinflation sont évidemment les prix du pétrole. Face à cela, Géraldine, alors on regarde le passé, effectivement, qui n'est pas forcément le guide pour l'avenir, mais qui peut apporter quelques enseignements. Sur l'ensemble de l'année 2022, il faut constater quand même que l'inflation globale et sous-jacente décélère aux États-Unis sur la deuxième partie d'année, alors même que le marché du travail continue de se tendre, puisqu'on termine l'année 2022 avec un taux de chômage à 3,4%, ou en tout cas pour le mois de janvier 2023. Géraldine, il était plus élevé en début d'année 2022, avec des pressions salariales notamment, qui semblaient plus fortes à l'époque. Oui, alors ça c'est un petit peu un mystère et comme Jay Powell l'a dit lui-même, c'est un cycle qui n'est comme aucun autre, qui n'a pas de précédent. On a eu un shutdown, un reopening, enfin tout est un peu confus. La partie biens de consommation est effectivement en désinflation, mais tous ces biens en général viennent de l'étranger, ils ne viennent pas des États-Unis. La partie services, en dehors des loyers et de l'immobilier, est elle beaucoup plus collante et a beaucoup plus d'inertie. Donc le test va se faire là. Et comme vous le dites, c'est cette pression des salaires, en fait, il y a un problème de composition. Il y a des métiers dans la finance, dans la technologie, qui sont des métiers de cadre, qui sont très bien payés. Ces personnes ont tendance à perdre un peu plus leur emploi. Récemment, on a vu les grandes annonces de toutes ces grandes boîtes de technologie, alors que les plus bas salaires, les serveurs dans les restaurants, dans les hôtels, etc., eux voient leur salaire augmenter de manière très importante. Donc à la fin de tout ça, comment cette inflation va terminer? On aurait tendance à penser qu'il y aura beaucoup d'inertie, surtout quand l'inflation arrive aux alentours de 4%. C'est très compliqué de ramener un chiffre d'inflation de 4 à 2%. Et c'est probablement ce que le marché n'a pas en tête. On sait très bien d'expérience que c'est vraiment la dernière partie qui est la plus douloureuse. Et c'est pour ça que le marché va probablement vite en besogne. Et donc effectivement, vous dites c'est un peu agressif de tirer une droite jusqu'à 2% d'inflation dès cet été aux États-Unis, ce que fait le marché. Donc on peut se positionner en rachetant un peu d'indexé inflation, c'est ce que vous dites, Géraldine. Quand vous regardez les autres classes d'actifs, les classes d'actifs risquées notamment, est-ce que là, on trouve matière également à un peu plus de prudence quand on voit le niveau des indices actions, quand on voit le resserrement des spreads de crédit également, on peut craindre que le marché soit pricé pour la perfection désormais. Oui, ça je crois que c'est, en anglais on dit immaculate disinflation. C'est tout à fait ce que le marché est en train de pricer. C'est la désinflation indolore, c'est ça, hein, pour traduire, c'est l'idée que le phénomène inflationniste disparaîtrait sans douleur. Exactement. En fait, quand on regarde déjà le marché des actions, on pense que le marché a déjà passé sur 2023 et puis commence déjà à anticiper un rebond en 2024 avec des earnings qui seraient très en ligne avec les moyennes historiques. Donc on pense à un marché qui regarde 10% de croissance des earnings entre 2023 et 2024, donc absolument aucune récession, juste un soft landing, comme ils disent. Et puis ensuite, quand on regarde les PE, les multiples, on est à 18 fois, parce qu'il ne faut pas oublier que le dividende des sociétés américaines est en dessous des taux du Trésor. Donc quand on regarde en 2024, le S&P traite déjà à 4400. Donc ça, c'est quelque chose que le marché probablement oublie un peu. Et quand on a des taux qui sont aux alentours de 4-5%, eh bien justifier des multiples à 18 fois devient très compliqué. Donc à notre sens, c'est beaucoup plus de prudence sur les classes d'actifs les plus risquées, que ce soit les actions ou le high yield, et vraiment se réfugier sur des choses beaucoup plus solides, notamment investment grade ou securitized. Sur la partie européenne, Géraldine,
à la fin de la journée, quel peut être le différentiel d'agressivité ou le différentiel de taux entre la BCE et la Réserve fédérale américaine? On verra, l'histoire de la Réserve fédérale américaine nous montre quand même qu'on n'est pas très loin du pic et que le marché d'ailleurs est assez en ligne avec l'idée du taux terminal qui est communiqué par la Réserve fédérale américaine. Ça semble être beaucoup moins le cas encore du côté de la Banque centrale européenne. Quel est le potentiel encore de surprise au quiche qu'on peut avoir selon vous du côté européen? Alors le problème en Europe, c'est que l'inflation sous-jacente n'a pas commencé à baisser. Elle est encore très robuste. Et on va falloir voir justement les négociations au niveau des salaires. Il y a beaucoup de grèves tout au sein de l'Europe. Donc il va falloir regarder ça de manière très près. Sûrement que le différentiel de taux d'intérêt sera aux alentours de 150 points de base. Mais on sent bien que si l'inflation refuse de baisser, si elle est plus inerte en Europe, eh bien ça pourrait être moins que ça. C'est sûr que là, le job de la Fed est déjà à peu près fait, alors que celui de la BCE reste encore à faire ses preuves. Et quand vous regardez le jeu relatif des actions américaines versus actions européennes, c'est vrai que depuis plusieurs mois, l'Europe action a retrouvé un leadership qu'on n'avait plus vu depuis de nombreuses années. Géraldine, est-ce qu'on arrive à quelque chose qui ressemblerait à une forme de fair value pour les actions européennes dans la situation et dans le contexte actuel? Ou est-ce que, pour des raisons peut-être même techniques, le risque de pain trade est encore à la hausse? Alors on va dire que les multiples en Europe sont plus bas, donc la sensibilité à la remontée des taux est moindre. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les earnings des sociétés en Europe sont beaucoup plus cycliques qu'aux États-Unis. Donc c'est justifiable si effectivement il n'y a pas de récession. L'Europe peut continuer de surperformer les États-Unis encore pendant un petit moment. En revanche, s'il se trouve que bien justement cette politique monétaire des banques centrales finit par faire craquer l'économie et qu'on a une récession, alors là, le bêta sera plutôt à la baisse en Europe. Merci beaucoup Géraldine. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché et la volatilité macroéconomique qui rend encore la lecture assez difficile sur des horizons de court terme. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO depuis Londres. On va poursuivre cette discussion de marché sur le terrain américain, spécifiquement avec Thierry Gill, qui est à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes venu, comme souvent, avec un magnifique graphique qu'on va pouvoir afficher à vos côtés, Thierry. Vous allez nous expliquer le sens de ce graphique qui répond à cette question de... Est-ce que les marchés sont déconnectés de la réalité macroéconomique? Et c'est d'ailleurs une critique qu'on entend en permanence. J'essaye de me battre contre cette idée-là. Les marchés ont une fonction d'anticipation. Et effectivement, ils peuvent être déconnectés à un moment de la réalité macroéconomique, mais à la fin de la journée, on va dire que les deux ont plutôt tendance à reconverger. La question étant de savoir quels sont les indicateurs de marché les plus pertinents, les plus fiables pour évaluer les évolutions macroéconomiques à venir. Quels sont les indicateurs de marché qui reflètent au mieux la réalité économique du moment et des prochains mois? Voilà, donc c'est un exercice de style auquel s'est livré notre stratégiste, Avis McCourt, dans un document de 112 pages. Donc j'ai essayé de trouver le graphe le plus pertinent qui pourrait résumer ce document. Et en fait, la conclusion auquel il est arrivé, c'est qu'en prenant un certain nombre de paramètres, on va dire macroéconomiques, pêle-mêle, l'inflation, le CPI, les treasury yields, les productions industrielles, les ventes au détail, les spreads de crédit, quel était finalement en fait l'indice sur lequel il y avait une corrélation la plus forte entre d'un côté ces données macro et l'évolution des indices boursiers, que ce soit des indices thématiques, des indices globaux ou obligataires. Et la conclusion, c'est celui que vous avez présenté à l'écran, ce sont les spreads de crédit BBB. Donc, et l'idée à laquelle, ce qu'il a voulu nous montrer dans ce graphe, c'est une situation, somme toute, qui donc, démarre en début d'année dernière, s'achève en ce début d'année. Donc, ce graphe est sur une durée de 12 mois. Et on voit bien qu'on retrouve un phénomène assez classique, qui est lorsqu'une économie va pas bien, décélère, les spreads de crédit s'écartent. On demande plus de rentabilité sur des dettes à faible signature, en BBB.
C'est pour ça que cette ligne bleue que vous voyez à l'écran monte en fait de janvier à octobre dernier. Il se passe un phénomène à partir d'octobre dernier où en fait ces spreads de crédit vont être amenés à se réduire. Ouais. Ça sous-tend que la situation économique est censée s'améliorer, ce qui n'est quand même pas le propos ambiant, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Donc les marchés ont cette fois-ci eu plutôt raison, ils ont joué cette tendance. Sur le Standard & Poor's 500, le point bas a été touché le 11 octobre dernier, on était sur des niveaux d'à peu près 3550. On est à peu près à la clôture d'hier, on est légèrement au-dessus de 4100. Et on voit bien qu'en fait, la tendance, le marché parie sur le fameux scénario du soft landing. Le problème de cette dichotomie, c'est qu'il y a deux possibilités. On est maintenant début février 2023. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il y a donc, comme toujours, deux possibilités. La première, c'est que soit la situation s'aggrave, et a priori avec des taux pivot, que ce soit 5, 5,10, 5,4, qu'importe aux États-Unis, on devrait avoir un impact quand même sur les chiffres de croissance. Et on sait que sur l'année écoulée 2022, le PIB américain a baissé en Q1, Q2, il a monté en Q3, Q4 avec une tendance annuelle à 2,1. Mais on a bien eu cette décélération forte en début dernière. Ce que traduisent d'ailleurs ces graphiques. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur 2023 ? Donc là, l'idée, c'est que soit vous avez une situation qui empire, et dans ce cas-là, cette ligne bleue va remonter, et donc ça va induire une correction des marchés. C'est le scénario d'un certain nombre de mes confrères. C'est pas le nôtre chez Raymond James. Ouais. Soit on est dans un scénario plutôt où on se dit les économistes ont eu tort. Et pour l'instant, on parle d'une récession depuis très longtemps, et c'est pas le cas. Et on arrive plus ou moins vers un scénario idéal de soft landing à partir du second semestre. Chiffre de l'emploi encore, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, il est venu un petit peu troubler un certain nombre de paramètres. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les taux à 5% n'auront pas eu l'effet des délecteurs qu'on craignait. En fait, la question, c'est est-ce que ce spread... Alors en plus, triple B, c'est intéressant dans la classification du crédit. Donc ça va de triple A à C, puis après il y a les catégories défauts sélectifs, etc. Triple B, c'est vraiment le milieu de la classe, quoi. C'est le ventre mou. C'est-à-dire, on n'est pas dans le haut du panier, on n'est pas dans les triple A, double A, etc. Mais on n'est pas non plus totalement, comme vous dites, dans le junk, dans les signatures pourries ou très très spéculatives. C'est le peloton, quoi. C'est le ventre mou, on va dire. Donc c'est assez représentatif de l'état bilanciel d'un grand nombre d'entreprises. C'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'il est parti sur ce... Bien sûr. C'est ce qui fait la pertinence de cet indicateur. Ce triple B, c'est pas justement... on va chercher dans le ventre mou de l'économie les conditions de financement et le coût de crédit que représentent ces entreprises. Exact, ouais. C'est ça. Est-ce que c'est de l'euphorie ? Ou est-ce que c'est une forte conviction ? C'est la question. Est-ce que voir les spreads de crédit revenir à moins de 200 points de base, comme vous le montrez, est-ce que c'est un signe que le marché est euphorique ? Ou est-ce qu'il faut accepter que sur ce segment-là de marché, justement, c'est le reflet d'une forte conviction que la macroéconomie ne se dégradera pas autant que ce qu'on pouvait craindre ? Oui, alors, c'est dans l'étude... très long, encore une fois, du papier qu'il a fait, il s'était livré à d'autres analyses. Il est allé regarder la pertinence de la prévision de la croissance des profits par rapport aux indices. Mais il y a un autre sujet qu'il abordait qui était absolument passionnant, qui consiste à dire qu'en général, les marchés financiers, quand vous êtes dans une situation économique qui se dégrade, la corrélation avec les indices boursiers est forte. Je prends un exemple, 2022. La situation s'est globalement dégradée économiquement, hormis sur l'emploi, mais sur tout le reste, le PMI, l'épargne des ménages américains, il y a une décélération de croissance, c'est évident. Et vous voyez que finalement, la baisse de l'année dernière est assez, comme corollaire, la baisse des indices boursiers. Le Dow a fait moins 10, le SPI moins 19, le Nasdaq moins 33. À l'inverse, quand les situations s'améliorent, c'est plus le cas. C'est la microéconomie qui importe. Ce sont les résultats des entreprises. Et on voit bien que, d'un certain côté, cette amélioration qu'on voit sur la dernière phase de la ligne bleue sous-tend qu'effectivement, et on va peut-être en parler, que la situation des entreprises est moins mauvaise qu'on ne le pense. On est en pleine saison de la publi des résultats du Q4 aux États-Unis. On a pratiquement les 2/3 des sociétés qui ont publié. Bien sûr, ça décélère. Bien sûr, tout le monde fait des révisions baissières de profit. Mais tout ça, c'est déjà pricé. Et là, on retrouve le sujet qui était abordé par la personne de PIMCO juste avant moi, qui est que, et c'est ce que nous, on a cessé de dire à nos clients, vous allez devoir acheter ce marché, tout en acceptant du fait que les profits baissent. Mais la bonne nouvelle, c'est que les PE vont augmenter. C'est quasiment mécanique. La question, c'est de combien ? Alors, on va peut-être en parler. Non, mais c'est un peu ça le scénario 2023. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une forme de spéculation forte ? La hausse de janvier, elle n'est pas tenable.
Et Oui, le conseil, le rythme, oui. Oui, c'est bien sûr que c'est pas La qualité même de la hausse est mise en question. Grosse participation des acteurs, les retailers qui vont jouer. On l'a vu, je crois que le volume qu'il y a eu en janvier sur l'action Tesla, je crois que c'est 30, j'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que 30 à 40%, c'était des petits porteurs. Oui. Un peu comme sur le GameStop l'année dernière. Donc ça, c'est sûr. On revoit ces phénomènes un peu bullesques. J'ai vu Bed Bath & Beyond, ça prend 100% en une journée, c'est une boîte qui est au bord de la faillite. Enfin, on revit ce qu'on a vécu effectivement. Alors c'était début 2022 ou début 2021, pardon. Début 2021, les mêmes stocks, AMC, GameStop, etc. Oui, on a retrouvé ce phénomène. Je ne pense pas qu'il sera pérenne, ce mouvement. Voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gestionnaires, on a fait, c'est pareil en Europe, on a pratiquement fait une perf depuis le début d'année qu'on aurait aimé réaliser sur 12 mois. Mais bien sûr. Donc la question d'aujourd'hui, mi-février, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Que nous apprennent les résultats d'entreprise. Effectivement, on est en train de terminer la saison de publication aux États-Unis. On a dû faire quand même les 2 tiers, j'imagine, à ce stade, Thierry. Et je rebondis sur ce que disait Géraldine de PIMCO. On est déjà dans l'anticipation. Parce qu'on a consommé toute la prime de risque en un mois, et donc on est déjà dans l'anticipation de 2024. D'où la difficulté, et qui est la nôtre, de trouver des thèmes pour le reste de l'année. Alors, dans ce qu'on peut dire sur les résultats qui ont été publiés jusqu'à maintenant, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a marché aux États-Unis ? La tech, la conso discrétionnaire. En gros, 17% de hausse en date de fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Les thématiques défensives. Vous avez les staples, les utilities et la santé. L'énergie a baissé parce que le baril avait baissé. Le baril remonte. On a vu depuis 48 heures, les valeurs remontent. Et de manière assez bizarre, un des secteurs qui remonte le plus, j'évoquais le cas de la conso discrétionnaire, bien sûr qu'Amazon a un point important dans cet indice aux États-Unis, sont ceux pratiquement qui ont fait les guidance les plus faibles. Donc dans cette espèce de jungle qu'on a actuellement, il faut essayer de trouver son chemin avec des sociétés qui vous annoncent parfois des anticipations pas très bonnes, mais qui en même temps réagissent le mieux. Alors il y a ce phénomène de début d'année assez classique en bourse qu'on connaît tous, c'est que le début d'année est propice à vouloir faire table rase de l'année écoulée. D'aller cacher parfois éventuellement sous le tapis les mauvaises perfs de l'année écoulée. Et donc on veut aller s'investir sur les secteurs qui ont le plus souffert. Globalement, depuis le début d'année, les secteurs aux États-Unis qui montent le plus sont ceux qui ont le plus baissé l'année dernière. L'immobilier, c'est un exemple. La tech en est un autre. Voilà. Est-ce que ce mouvement est durable ? Il faut, je pense, avoir une granularité assez forte, aller voir lesquels se justifient d'un point de vue fondamental ou pas. C'est là où l'apport des analystes est important. Sur la partie macro, là, les chiffres d'emploi aux États-Unis, qui restent évidemment quand même monstrueux. Alors on connaît les difficultés statistiques qu'on peut avoir sur ces périodes de l'année, les effets de saisonnalité entre fin d'année, début d'année, etc. Même Jérôme Powell hier soir, d'ailleurs le marché craignait que Jérôme Powell insiste et s'appuie fortement sur ce rapport sur l'emploi pour rappeler les marchés à l'ordre en leur disant « Regardez, nous, la Fed, on pense que ça va être compliqué, la désinflation, ça va durer et ça ira pas aussi vite que ce que... » Non, il a été assez... dans la retenue, c'est-à-dire que même lui est un peu troublé par ce chiffre. Je le rappelle, 517 000 créations d'emplois sur un seul mois aux États-Unis. Des chiffres à plus de 500 000 créations d'emplois, on n'en compte pas beaucoup quand même. Non, on avait, je crois, en janvier dernier, et à revérifier, je crois que le chiffre était près de 400 000. Ouais, c'est ça. Il était revu après un peu plus bas. Très clairement, c'est une énigme. Pour beaucoup d'économistes ou autres, on a du mal à saisir à la fois cette fermeté, parce que on parle du taux de chômage qui est au plus bas depuis la fin des années 60. 3,4%. 3,4%. On a des jobless claims qui sont... Moins de 200 000, c'est revenu à moins de 200 000. Moins de 200 000. On a les jobs opening, les offres d'emploi, on est reparti à la hausse, on était à 1,7, c'est-à-dire qu'on offre actuellement 1,92 emplois pour une demande. Et en plus, et c'est une bonne nouvelle, c'est pour ça que les marchés ont monté en fin de semaine dernière, on a ce chiffre de l'inflation par les salaires qui est contenu, qui est à 4,1% en tendance annualisée contre 4,4% avant. Et ça c'est effectivement assez troublant. Alors, comme c'était évoqué précédemment, une partie de la réponse vient du fait qu'il y a des programmes de licenciement aux États-Unis. Les chiffres, en fait, on a à peu près entre un peu moins de 100 000 emplois qui ont été, en fait, d'annonces de licenciement qui ont été annoncées depuis le mois de novembre. Près de la moitié, c'est dans le secteur de la tech. On l'a vu avec Microsoft, on l'a vu avec Amazon. Je rappelle pour l'anecdote que 18 000 licenciements chez Amazon quand ils ont 1,5 million de salariés, c'est peanuts, c'est rien. On en voit un peu dans la finance. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut garder ces emplois peu qualifiés. On a vu Walmart augmenter le salaire minimum à $14. Le salaire moyen, c'est 17.
c'est pas beaucoup. Amazon est à 15 $. Je suis pas sûr que c'est un effort énorme qui a été fait, mais on voit bien qu'il faut essayer de conserver ces personnes-là. Mais analyser moi j'espère que l'inflation sur les salaires va être contenue, parce que ça c'est quelque chose qui pourrait ramener la Fed à être peut-être plus au quiche, si ça ne devait pas être le cas dans les prochaines semaines. Bon, conclusion en matière de stratégie d'investissement, effectivement, alors encore une fois, le marché va vite, le mouvement est puissant, on a déjà atteint des espérances de gains qu'on pouvait imaginer sur 12 mois au bout de 4-5 semaines de marché en 2023. Comment on réfléchit à la suite ? Après, est-ce qu'il faut se mettre en cash et sur du cash bien rémunéré aujourd'hui et attendre ? Ça peut être une stratégie. Alors, une des tables rondes de Barron's en début d'année disait, on a eu pendant quelques années, c'était le fameux TINA market. There is no alternative. Maintenant, c'est le TIAN market. There is an alternative. Aux États-Unis, encore plus qu'en Europe, vu que les taux sont plus élevés, c'est le cash. C'est une des alternatives. Après, c'est 4,5% de rémunération, le cash aux États-Unis. Après, moi, je suis un homme du monde de l'equity. Je ne peux pas tellement trouver de zone d'investissement autre. Donc, il faut que j'aille trouver dans ces thématiques ce qu'il faut faire. La tech est un secteur sur lequel, depuis 2 mois, on revient parce qu'on a vu des configurations techniques et l'analyse technique va vous donner en ce moment des éléments que parfois les fondamentaux ne vous donnent pas. On l'a vu par exemple sur le Nasdaq 100. Alors on sait que sur la hausse de janvier, pratiquement la moitié de la hausse de l'indice s'est fait surtout sur les 100 valeurs, donc sur à peu près une dizaine de valeurs. C'était très faible. Tesla y a contribué et d'autres boîtes des GAFAM. On va essayer de trouver dans ces valeurs-là si sur des fondamentaux, ça a du sens. On suit Apple, on suit Alphabet, on suit Google. On a vu les résultats. Globalement, en top line, c'était de la décélération partout. Par contre, c'était moins mauvais qu'on le pensait. C'est pour ça que les boîtes n'ont pas été véritablement sanctionnées. Hormis Facebook, Meta. Est une exception. Mais sur les autres, ça a eu une bonne réaction. Donc Meta avait beaucoup plus baissé, beaucoup plus tôt que les autres. Voilà. C'est sa stratégie. Meta a doublé en 90 jours là maintenant. Ça a repris 100% en 90 jours. Oui, elle avait été pénalisée par ses choix sur le métaverse. C'est pas tant ces résultats qui ont été salués que le fait que Zuckerberg a décidé en fait d'arrêter ses dépenses, on va dire somptueuses dans l'univers métaverse. On va chercher un peu des idées. Il y a une thématique qui nous intéresse, sont les foncières aux États-Unis, immobilières, entre celles qui font du stockage pour les collectivités publiques. Pas forcément les fabricants de maisons, c'est encore un peu prématuré. On va recommander les sociétés dans l'univers des télécoms, du fait de trouver des rendements. On va essayer de dérisquer les portefeuilles de nos clients. Donc on aime bien des sociétés comme AT&T, comme T-Mobile. La santé n'est pas un secteur qu'on privilégie aujourd'hui. Et un secteur qui nous intéresse beaucoup, et moi en premier lieu, ce sont les semi-conducteurs. Parce qu'il y a eu en fait à l'automne dernier, en début d'année, des nouvelles pas très bonnes, des faites aussi bien par des faiblesses comme Micron ou un fondeur comme Taiwan Semi ou des équipementiers comme ASML. Et en fait, ces sociétés n'avaient pas baissé. On se rend compte en ce moment que ce secteur est en train de remonter. Et ça, si les semi-conducteurs continuent à remonter, c'est que globalement le marché se remet en risque. Voilà. C'est très cyclique. Ça reste une industrie très cyclique. Peut-être un peu moins qu'avant, il y a des méga tendances qui viennent lisser le cycle d'activité dans les semi-conducteurs, mais ça reste quand même normalement des indicateurs avancés du cycle. Absolument. Merci beaucoup Thierry, merci pour votre éclairage sur ce marché américain et la situation de ces marchés actions aux États-Unis. Thierry Gill, le président de Raymond James Euro Equities, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.